bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia numéro 25 de la semaine du samedi 10 juin 2017. Première rencontre à la salle Espace Unisanté à Mont-Saint-Hilaire. Conception et animation, Richard Glenn, la voix de l'ésotériste du Nouveau Monde que vous entendez présentement. Notre invité, M. Alain Niala, philosophe consultant, pour nous parler du thème IA, Deus Ex Machina, ou la fin de l'humanité. Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, ainsi que la version audio MP3 fournie par Jean-François Poulain, toujours dans le forum Orandia, et sur le site de Denis Jean, de l'information insolite sur la situation de la planète Terre. À la régie Spirale, supervision technique Emmanuel et Stéphane, c'est une production Orandia Phoenix. Et dans le club créé, je vous propose de regarder un extrait de la suite de la rencontre que nous avons eue pour le Vidéorandia numéro 25, donné par M. Alain Niala, dans cette salle au pied du Mont-Saint-Hilaire, juste à la sortie du pont Belleuil-Saint-Hilaire. Le pont qui porte le nom de Jordi Bonnet, un artiste peintre bien connu de la région, qui a demeuré au pied du Mont-Saint-Hilaire, justement. Alors, si vous venez par la 116, pont Jacques-Cartier ou pont Victoria, qu'on appelle dans la région ici le boulevard Sir Wilfrid Laurier, précisément à 77 boulevard Sir Wilfrid Laurier, à la sortie du pont Belleuil-Saint-Hilaire, juste ici, au-dessus du restaurant Chocolat Favori, dans la salle qui est là, au deuxième étage. Il y a d'ailleurs un stationnement intérieur souterrain en cas de pluie. C'est là qu'on fera maintenant nos rencontres au cours de l'été, de 8h, de 20h à 21h30. Et si la météo le permet, ensuite nous irons au feu de camp chez moi à Mont-Saint-Hilaire. Si vous arrivez par autobus avec l'autobus numéro 200, directement du métro de Longueuil, départ à 7h moins quart, 6h45, et arrivé juste devant la salle de conférence à 19h30. Pour retourner au métro de Longueuil, bien, il y a l'autobus qui vous prend à la porte et qui vous reconduit au métro de Longueuil à toutes les heures. Alors, il y a justement le restaurant Chocolat Favori juste là, le coucher de soleil qu'on peut voir directement de cette belle salle. Derrière, il y a le stationnement extérieur. On voit ici très bien le Mont-Saint-Hilaire. Il y a l'hôtel qui peut accueillir aussi des gens qui viennent de loin, qu'on voyait juste là au pied du Mont-Saint-Hilaire. Et le stationnement souterrain est là. L'entrée est juste en dessous, au niveau de la rue, au loin, là où il y a l'automobile blanche. Et la vue magnifique que nous avons de cette belle salle sur 3 côtés en vitre panoramique. Maintenant, sur invitation du club créé, voici l'extrait avec Alain Niala pour les abonnés à la salle 1706 du mois de juin 2017. Sur le thème Deus Ex Machina. Voici maintenant la partie 2, réservée aux abonnés du club créé. D'après moi, la conscience, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. La conscience, c'est être conscient de certaines choses, de certaines informations, de certains datas. Si le programmeur il est conscient de plusieurs choses, il est capable de le programmer dans l'ordinateur. Puis les gens, par exemple, qui sont pas conscients de ces choses-là, ben, l'ordinateur va avoir une conscience plus élevée que la majorité, par exemple.
Non. Dans ce sens-là. Non, mais je veux dire, la question est intéressante, mais c'est ça que j'essaie de dire. C'est justement cette espèce de distinction que j'essaie de faire entre la conscience et l'intelligence. Oui. C'est que pour moi, c'est évident, je l'ai dit déjà, que tu peux programmer un ordinateur à être plus intelligent qu'un être humain. Ça, c'est pas dans le sens que tu lui donnes plus de data, justement, comme tu as commencé à dire. Pas d'intelligence. Oui, non, mais l'information, tout ça, puis il peut faire des apprentissages, puis vraiment corréler ces informations-là, puis progresser. Oui. Mais la conscience, c'est pas uniquement ça. C'est pas uniquement une question de contenu. Même s'il y a des contenus dans la conscience. Là. Pour ça, c'est pas dans le champ. Là. Mais moi, je préfère insister sur le fait que la conscience, ça ne commence à être vraiment de la conscience que quand il y a conscience de soi. Il peut être moins limité que toi, mais il ne sera pas conscient de lui-même. Parce qu'il n'est pas vivant. Oui, d'accord. C'est ésotérique, là, cette question-là. C'est que c'est vraiment relié à la rencontre d'une trinité, que l'être humain est une trinité, esprit, âme, corps. Puis que c'est seulement quand ces trois êtres-là, ces trois pôles-là, je veux dire, se rencontrent, qu'il y a véritablement une présence, une conscience. Voici maintenant l'enregistrement remasterisé du Vidéorandia numéro 25. Bonne écoute. Et oui, vous entendez des applaudissements. C'est qu'on est à la salle pour la première fois cet été 2017, à la salle qu'ils appellent la salle Unisanté, Espace Unisanté. C'est à Mont-Saint-Hilaire, juste au-dessus, juste là en bas, là, c'est la terrasse de Chocolat Favori. Alors, on en profite parce que ce fameux 10 juin, on nous annonçait une journée formidable d'été et quand la soirée avançait, on a commencé à voir les nuages qui avançaient aussi. Puis on s'est dit, hey, on reste pas dehors avec tout l'équipement. Alors, on a décidé de rejoindre le public qui était déjà venu à la salle pour regarder ce que ça avait l'air. Comment vous trouvez la salle? Puis là, en plus, là, je dois vous dire deux choses. Il pleut pas encore dehors, mais il fait très chaud, très humide, très collant. Ici, on a l'air, comment est-ce qu'ils disent? Climatisé? Hein? Non, conditionné, c'est en anglais, condition air. Tempéré ou climatisé. Ouais, c'est ça, tout le monde comprend. Et l'autre phénomène qui est désagréable dehors ce soir, les maringouins. Évidemment, quand on fait un feu de camp, la fumée, ça chasse les maringouins un peu. Mais là, on n'a pas de problème de maringouins. Et maintenant, comme il est beaucoup plus tard que prévu, parce que tout était prêt pour qu'on commence l'émission à 8 heures, et là, on a regardé la météo, les nuages qui s'en venaient, et Météo Média qui parlait de beau temps au début de la journée, rendu à la fin de la journée, il disait 48% de risque d'averse. Et avec l'électronique, les équipements, pas de pluie, ça va pas ensemble. Alors, on est donc dans cette salle. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je fais juste donner la parole à notre ami Alain il y a là quelques instants. Puis comme je vous dis, on va arrêter le Vidéorandia pour continuer en privé parce qu'il y a des gens qui payent ici. 10 $ par personne cette année. La salle, elle est loin d'être gratuite. Je vais que tu partes ça un peu parce que je ne sais pas par où tu veux le prendre étant donné tous les changements d'horaire et tout. Oui. Mais il faut passer. Les gens sont là, ils nous attendent. Oui. Alors, le thème, vous le savez, le thème de la soirée? Non? C'était dans le sens de... Intelligence artificielle. Ce qu'on appelait IA. Oui, IA. Deus Ex Machina ou la fin de l'humanité actuelle. Et on verra plus tard jusqu'où ça peut nous mener et à quoi ça va nous mener. L'intelligence artificielle, tout le monde le comprend. Ça ressemble au film de Steven Spielberg, là, Intelligence artificielle IA. Ça existe. Oui. Et puis on les voit souvent comme étant des robots qui ressemblent à des humains. Puis dans Star Trek, on a vu des androïdes, c'est-à-dire des êtres biologiques, mais avec lesquels on met des implants neurologiques. Et on met des organes rajoutés, etc. Ce qui donne une plus-value. Mais là, quand on parle carrément de l'intelligence artificielle qui pourrait supplanter l'humanité, c'est pas des êtres qui ressemblent à des humains nécessairement, mais qui vont avoir des aptitudes
pour prendre connaissance d'une situation, de faits, facts, et ensuite d'en faire une analyse pour pouvoir tirer des conclusions pratiques. Procéder de telle façon ou procéder de telle autre façon. Et jusqu'au jour où on verra des intelligences artificielles dire pour devenir un chef d'État, ça prend telle qualité, telle capacité. On n'aura plus les clowns qu'on a à certaines occasions. Ou des gens qui sont peut-être pas compétents. On dit souvent, c'est malades qui nous dirigent. Les robots ne seraient pas malades, même s'ils attrapent des virus des fois. Mais les virus sont provoqués par des êtres humains ou peut-être qu'il y aura une guerre de robots, d'intelligence artificielle qui se fera la guerre un contre l'autre. Et quand tu disais Deus Ex Machina, d'abord il y a eu le film, évidemment les gens qui ont vu le film Ex Machina, une personne, un élu. Ça, c'est Lucie, c'est pas pareil, là. Ah non, ouais, là, t'as pas eu non, Ex Machina, c'est un test qui est fait. En fait, c'est une forme romancée du test de Turing qui est d'essayer d'évaluer, en présence d'une intelligence artificielle, est-ce que j'ai affaire à une intelligence artificielle ou à un être humain? Dans le film, c'est figuré par une très belle actrice avec quelques trucages pour qu'on comprenne bien que c'est un robot, mais en même temps, l'interaction est trop intelligente, est trop séductrice, ça devient vraiment troublant, puis c'est ça tout le propos du film. Je ferai pas de spoiler alerte, parce que ça finit d'une façon particulière, mais il y a tout un questionnement dans le film qui fait que c'est quelque chose qui est recommandable à voir. OK. Et le titre, Ex Machina, est tiré d'une vieille expression, Deus Ex Machina, qui est une vieille expression en théâtre, qui fait allusion au fait qu'en théâtre ancien, théâtre grec, puis après ça jusqu'à nos jours, il y avait à un moment donné, quand le développement de l'histoire, quand le scénario atteignait des points de contradiction ou de difficulté ou un blocage insoluble, on faisait intervenir une divinité, Deus, Ex Machina, puis on la faisait descendre du ciel avec une machine. Ça vient de ça, l'expression, au départ. C'est qu'en théâtre, il y avait des appareillages où on voyait arriver Zeus ou Apollon ou Mars, qui arrivaient au bout de câble pour venir solutionner le problème. L'expression a continué dans le théâtre. Elle s'est retrouvée aussi dans un sens un peu négatif dans le cinéma. On va dire être un Deus Ex Machina, un truc qui arrive à la dernière minute, qui est prévisible parce que ça fait partie de ce genre de film-là, mais qui est pas prévisible justement. C'est comme ça semble tomber du ciel. La cavalerie arrive là, au moment où les Indiens sont en train de massacrer le village, ou bien James Bond sauve la dame. L'intervention qui, en fin de compte, est d'abord divine symboliquement, mais là, dans le cinéma, c'est plus divin, mais qui semble tomber de nulle part, qui semble tomber du ciel. Donc, l'expression Deus Ex Machina parle même de nos jours, de plus en plus péjorativement, de ces twists de scénario dans lesquels arrive quelque chose de complètement non structuré, là, qui est comme une interruption dans le drame pour le résoudre de façon magique, pratiquement pas croyable. Mais, c'est intéressant, la formule latine, c'est Deus, Dieu, hors de la machine. Donc, effectivement, quand Richard a commencé à me parler d'intelligence artificielle puis de suggérer qu'on fasse une rencontre là-dessus, j'ai trouvé que c'était la meilleure formule pour faire réaliser qu'on se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle va pas être un Deus Ex Machina, ça serait, par exemple, sauver ou perdre l'humanité. Tu sais, c'est ça les deux pôles. Sauver dans le sens que on va se mettre à compter sur les ordinateurs et sur l'intelligence artificielle pour solutionner des problèmes de façon beaucoup plus rationnelle que l'humain le ferait. Puis, ou est-ce que, au contraire, selon certains thèmes de la science-fiction, ça va pas se tourner contre nous.
Est-ce que ça va pas, à un moment donné, devenir un risque, parce que les robots, par exemple, pourraient très bien, réflexion faite, penser que le pire problème sur la Terre, c'est l'espèce humaine, puis décider de l'éliminer. Bon, un scénario un peu forcé, parce qu'il faut bien comprendre que les ordinateurs, c'est quand même nous-mêmes qui les programmons. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un film, Les robots, qui aborde bien ça, c'est tiré d'un livre d'Asimov, dans lequel il y avait des lois. Les robots sont programmés avec des lois. La première, pas intervenir, pas nuire à un être humain. Deuxième loi, pas... non, mais c'est pas ça. Là, je vais l'oublier. Il y en avait 3. La deuxième, c'était se préserver. La machine a le droit de se préserver, mais il faut pas. La troisième loi, c'est qu'il faut pas que se préserver soit à l'encontre de la première ni de la deuxième. Donc, c'est tout pris d'une façon que normalement, il n'y a rien qui devrait mal se passer. Mais on s'entend bien que dans le film, ça se passe mal. Alors, c'est sûr qu'il y a un débat dans la société, dans la recherche de pointe, on commence à voir qu'une intelligence artificielle supérieure est possible. On n'y est pas rendu, là. Faut pas exagérer. Mais à plusieurs égards, les ordinateurs sont déjà plus performants. Donc, ils peuvent battre les meilleurs joueurs aux échecs, ils viennent de battre les meilleurs joueurs au Go. On fait pas nécessairement la différence, mais c'est plus difficile de battre un joueur au Go, parce que ça demande des stratégies beaucoup plus déployées, même si c'est un jeu théoriquement plus simple. Alors, où on voit des ordinateurs atteindre ce type de performance-là, la question se pose, à quel point vont-ils nous dépasser en intelligence? À un autre pôle, c'est pas la même chose, mais à un autre pôle, il y a le problème du traitement gigantesque des données. On sait maintenant que on est presque le monde entier sur écoute, puis qu'il y a des logiciels qui sont capables d'aller distinguer différents types d'informations, puis de les corréler pour éventuellement capturer des terroristes ou vous puis moi. Dépendamment, encore une fois, la question qui se pose, c'est qui programme ça? Hein? Puis c'est qui est aux commandes de cette machine-là? Alors, ces machines-là sont capables d'un degré de traitement d'information tellement grand que, effectivement, ça pose des problèmes éthiques, ça pose des problèmes... de plus en plus, c'est des machines qui programment des machines. De plus en plus, l'intelligence artificielle, les programmeurs peuvent pas le gérer en temps réel. Donc, il y a des programmes qui surveillent les programmes. Puis, l'intelligence artificielle est capable de se développer déjà. De là à dire, et c'était ça un peu toute la question à un moment donné qu'on se posait, de là à dire, est-ce qu'elle peut atteindre la conscience? Alors là, moi, non. Moi, j'ai vraiment une sérieuse réticence parce que pour moi, la conscience, ça implique ce que j'appelle la Sainte Trinité, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Ça prend vraiment les trois. C'est un organisme vivant qui peut être conscient. Alors, je m'oppose à cette idée qui est de plus en plus véhiculée que les machines étant capables d'autorégulation, étant capables d'apprendre, elles pourraient en venir à un moment donné où elles seraient capables de conscience. C'est compliqué parce que la conscience à un niveau premier, je veux dire, c'est la capacité de savoir que je suis. Et ça peut quand même être imité. On peut apprendre à une machine à se reconnaître dans un miroir. Je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, c'est une étape qui est, disons, comme préconsciente. C'est des choses qui vont survenir ou qui existent déjà. Ça, j'avoue, je le sais pas. Mais pour moi, c'est pas la conscience au sens où moi je l'entends. C'est pas ce que la conscience humaine qui est basée sur le fait que l'organisme est vivant. Mais on voit déjà au cinéma, par exemple. Il y a un piège dans lequel on est déjà entré. C'est qu'on voit déjà au cinéma des gens jouer des rôles et nous convaincre
qui ont des émotions. Les émotions qui simulent. Puis c'est très amusant, c'est très divertissant de voir un film, ça peut être très émouvant. Je veux dire, c'est une des belles conquêtes artistiques des temps modernes. Mais on dirait que ça prépare l'humain à ce type d'illusion-là. C'est-à-dire qu'on peut déjà créer des mondes virtuels très complexes qui sont crédibles. On peut déjà avoir des acteurs qui nous font croire qu'ils vivent des émotions qu'en fait ils simulent. On est déjà capable de produire des images passablement crédibles d'êtres humains qui sont complètement virtuels puis qui peuvent être animés. On voit des dinosaures courir puis on y croirait, là. Les capacités, par exemple, dans le trucage du cinéma, nous montrent qu'on est bluffable. C'est-à-dire que l'humain pourrait rapidement, et c'est déjà arrivé, là, les expériences existent déjà. Dans le test de Turing, où on présente un homme à une machine, il y a eu des tests qui ont été faits à l'aveugle, devant un miroir, un rideau. Donc la personne ne voyait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Et elle avait une interaction, une conversation, et il fallait qu'elle dise si elle avait eu la conversation avec un être humain ou avec une machine. Et c'était pas si évident que ça. Ça donnait des résultats troublants. Je suis le premier à convenir que c'est possible, ça. Je vais être méchant, je vais me dire, c'est même tout à fait possible d'imaginer qu'un ordinateur puisse avoir une conversation beaucoup plus intelligente qu'un certain nombre de personnes qu'on connaît. Donc, le fait d'être bluffé, ça dépend par quelle sorte de programmation la machine passe, puis ça dépend à quoi elle est conditionnée. Est-ce qu'elle est supposée faire la conversation? Est-ce que c'est supposée faire une intervention psychologique, etc.? Chaque machine a son programme. C'est ça quand même qui fait la grande différence. L'être humain, lui, même si à l'occasion, il peut avoir certaines difficultés à manifester une pleine intelligence, il est vivant, il a une sensibilité. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux et qu'il y a un danger, entre guillemets, à devenir bluffé. Puis on est rentré dedans avec enthousiasme déjà. Je me souviendrai toujours de ce petit passage très banal qui nous convient à quelque part de la caissière dans une banque au guichet automatique. Et moi, j'aimais ça, j'en avec ma caissière, etc. Puis à un moment donné, j'ai appris qu'elle était remplacée par une machine. Puis c'est vrai que ça peut aller plus vite. Mais ce qui m'a moins interpellé, puis même un petit peu inquiété, c'est les sondages qui avaient été faits pendant la démarche qui menait à ce changement-là. Et dans les sondages, on obtenait le résultat que les gens préféraient avoir affaire à une machine parce que le rapport à l'être humain les intimidait, dérangeait, leur faisait perdre du temps, etc. En moyenne, les gens préféraient avoir affaire à une machine. Puis je conviens que, par exemple, avoir affaire à un ordinateur pour régler des comptes sans même avoir à se déplacer, c'est un progrès. Mais en même temps, ça commence drôlement à ressembler au texte de l'Apocalypse où il est dit « Personne ne pourra acheter ni vendre sinon la marque de la bête sur le front ou sur la main. » Disons dans la main, tu sais. Pas gravé sur la main, mais dans ta carte. Ce qui revient quand même passablement au même. Je pense qu'en fait, on est dans une période extrêmement intéressante où il y a un basculage qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'on passe vraiment par la technologie à de nouvelles possibilités. Il y a une accélération de la communication qui est forcément extrêmement intéressante, stimulante. On voit aussi que ça a favorisé une certaine perte du sens de ce qu'est la vérité. C'est-à-dire que la quantité phénoménale de choix que ça nous donne nous rend la capacité de processer les faits, les informations de plus en plus difficile. Ça, c'est un exemple lié à l'Internet.
C'est pas directement la question de l'intelligence artificielle, mais c'est tout connecté, parce qu'évidemment, c'est l'intelligence artificielle qui gère nos contacts. Hein? Il y a des logiciels qui décident, lui, c'est ça qui l'intéresse, alors on va continuer de donner cette information-là. Finalement, on obtient des groupes complets qui sont captifs de toutes sortes de théories, parce que, au fond, à chaque fois qu'ils veulent valider cette théorie-là, ils vont se retrouver sur le site qui leur dit qu'ils ont raison. Puis ça, c'est très, très payant pour les systèmes qui vendent des publicités, tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à remarquer, mais si vous faites une recherche sur quelque chose, dépendamment de de votre profil, ils vont t'amener dans des choses différentes. Moi, si je tape Grèce, je me retrouve sur les dieux grecs parce que ça fait plusieurs recherches sur des thématiques plus ésotériques que je fais. Mais d'autres, s'ils tapent Grèce, puis c'est tout de suite voyage, là. Dépendamment des types de recherches qu'on a déjà fait. Donc, dans ce sens-là, il y a un paradoxe, c'est que on est en train de rentrer dans une ère où nous sommes à notre tour programmés. Alors là, il y a de l'intelligence artificielle à l'extérieur de nous, puis il y en a en nous. C'est-à-dire qu'on se trouve à être conditionné par le processus des machines. Vous seriez peut-être appris, pour rentrer dans une dimension un peu plus ésotérique, vous seriez peut-être assez étonné d'apprendre que Rudolf Steiner, un auteur que j'affectionne beaucoup, qui est le fondateur de ce qu'on appelle l'anthroposophie, une forme qui c'est comme une branche de l'arbre de la théosophie puis de certains enseignements ésotériques, lui annonçait que l'univers de la machine, il annonçait en 1908 que l'univers de la machine allait recouvrir la planète d'un réseau comme une toile d'araignée. En 1908. Et qu'il allait falloir être particulièrement vigilant parce que cette toile allait favoriser l'incarnation d'entités qu'il appelait les entités ahrimaniennes. Des entités qui veulent entrer l'humain dans des structures rigides et complètement matérielles. Donc, Steiner, lui, enseignait une polarité fondamentale entre deux types d'entités qu'il appelait les entités lucifériennes et les entités ahrimaniennes. Il expliquait que les entités lucifériennes étaient des entités qui avaient accumulé beaucoup c'est des retardataires. Mais en même temps, c'est des êtres spirituels très avancés, mais retardataires de l'évolution lunaire, et qu'ils entraînaient l'être humain à s'abstraire du physique. C'est un mouvement vers des dimensions oniriques, des dimensions de rêve, des dimensions d'illusion. Lucifer, c'est le porteur de la lumière, littéralement. C'est l'initiateur qui amène l'être humain en dehors de la matière. Alors, à quelque part, c'est des entités très séduisantes. Et lui prenait bien soin de dire qu'on était pris avec ces entités-là qui influençaient beaucoup notre mental. Mais il en faisait pas, oui, c'est des démons, mais il en faisait pas des entités mal intentionnées. Ils font ça pour ce qu'ils perçoivent à être l'évolution de l'homme. Puis les entités ahrimaniennes, à l'inverse, veulent figer l'être humain dans le physique pour qu'il devienne parfait dans le physique. Ils veulent qu'il soit le plus physique possible. Steiner disait que c'était les entités qui étaient derrière le mouvement scientifique, qui créait un système complètement rationnel, complètement organisé, puis qui visait à le fixer dans la matière. Bon, je sais que on a pris comme une tangente, puis que ça peut être des propos un peu étranges, parce que c'est sûr, Steiner il a écrit des centaines de livres, il a donné des conférences, je veux dire, il n'est pas facile
résumé pour un propos comme celui que je voulais introduire, mais c'est parce que pour moi, le jeu de l'intelligence artificielle est beaucoup, beaucoup relié à ce que Steiner appelait l'intelligence riemannienne. Je vais vous donner un petit exercice, parce que des fois, c'est difficile d'appréhender des idées aussi ésotériques que ça, sans voir des situations concrètes auxquelles on peut les rattacher. Alors, pour des gens qui se diraient, voyons, des entités comme ça n'existe pas, je vais vous donner un exemple. Puis moi-même, je ne tiens pas à vous convaincre que ça existe. Dans le sens de façon concrète. C'est pas des êtres réels, matériels. C'est quelque chose qui se passe dans la vie psychique. Là. Toutefois, on peut s'en faire une idée à partir du petit exercice suivant. Regardez simplement la publicité télévisée. Et dans la publicité télévisée, faites l'exercice suivant. Il s'agit de se poser la question, dans cette publicité-là, est-ce que la publicité est luciférienne ou riemannienne? Je vais vous dire comment ça se reconnaît. Ça ne manque pas. Une publicité riemannienne va vous suggérer que si vous consommez ce produit-là, vous allez le consommer parce que vous ne pouvez pas lui résister. C'est trop bon. Ça goûte bon, ça va vous mettre fin sous, vous allez perdre le contrôle, c'est parfait, mais d'une façon très physique. À l'envers, une publicité luciférienne, c'est une publicité qui va s'articuler sur le fait que vous devez acheter ce produit-là parce que vous êtes unique. C'est bon pour vous. C'est un produit que vous devez consommer parce que vous êtes un connaisseur. Et c'est ça qui est amusant parce qu'on peut retrouver des publicités riemanniennes et des publicités lucifériennes pour le même type de produit. Par exemple, pour de la bière, il y a des publicités riemanniennes purement, on est sur le party, on est sous, les filles sont cute, je veux dire, tout est physique dans l'annonce. Puis les gens ont comme pratiquement plus le contrôle d'eux-mêmes. Ils peuvent pas lui résister. Ils ont soif. Ils la partagent pas non plus. Ça fait partie de l'annonce. Hein, comme, cette palette de chocolat-là est tellement bonne que vous ne voudrez pas la partager. D'accord, je veux bien croire. Mais... Inversement, la publicité luciférienne, c'est « wow ». Je suis vraiment quelqu'un de spécial avec ça. On voit cette annonce là, du beau... je ne veux pas le nommer, mais tu sais, sur une auto, tout seul, sur le bord de l'eau. C'est vraiment... ou autre chose. Là, mais il y a toujours un moment donné où là, vous êtes vraiment quelqu'un de spécial. Et c'est les deux façons dont ces entités-là jouent dans le subconscient. Parce que tout le mystère de ça, c'est que on est à une croisée des chemins où la conscience et la volonté se sont pas encore pleinement rencontrées. Et dans l'univers de la machine, il y a, dans l'intelligence artificielle, il y a des défis qu'on va devoir affronter, qui sont comment rester libre sans tomber dans ni l'une ni l'autre des deux tentations. Parce que la tentation luciférienne, c'est « je suis libre tout seul », sans le partage avec la communauté. C'est « me, myself and I ». Puis moi, là, je suis plus conscient, je suis plus évolué, je suis dans des dimensions supérieures. Tu sais, c'est comme... tant pis si les autres suivent pas. Tu sais. Alain, je veux pas te faire perdre ton beat, là. Oui. Mais pour le Vidéorandia, on va dire bonjour à notre public. Alors, je sais pas si Gilles... faudrait quand même conclure. Alors, non, pas nécessairement. Dans ta conférence, c'est pas fini. Oui, non, c'est ça. Ça va se continuer. Là. Alors, l'idée, c'est ça. Et j'ai eu des gens qui sont venus me voir pendant que j'étais un petit peu allé voir un peu comment les gens aimaient la salle, le son est bon. Moi, j'ai fait des tests pour voir si le signal était convenable. Très bien. Et là, on va se quitter pour les gens qui nous suivent sur le Vidéorandia. Mais ça continue ici. Puis en temps normal, là,
il serait 8h30, 9h moins quart. C'est pas tout à fait ça qui est maintenant, là. Mais à date, avez-vous trouvé intéressant, là? Il était vraiment prêt, hein? On voit que, ouais. Alors, dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. On peut une petite main d'applaudissement. Puis... Et là, on est dans notre vaisseau spatial, quasiment un ovni dans le ciel, là, au-dessus des maisons. On voit plus là, dehors, là, c'est l'obscurité totale. Pourtant, il y a la pleine lune, mais il y a des nuages. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé, notre première rencontre. C'est plus ou moins sur le plan organisationnel. Oui, organisationnel, on a couru pas mal. Heureusement, j'ai eu de l'aide de plusieurs personnes. Notre géant qui était avec nous, il nous a donné un sacré bon coup de main. Gilles, comme d'habitude, et tous les autres qui se sont impliqués. Merci beaucoup. Et on va être encore meilleur de semaine en semaine quand on aura apprivoisé le local, la technique, et ça devrait bien aller dans le futur. Merci Alain, hein? Et puis c'est pas fini. Oui, d'accord. Donc, on continue, là, on a jusqu'à 10h30. D'accord. C'est beau. La semaine prochaine, avec notre ami, on va parler de l'âme. Et là, on rentre dans toute l'âme magie, l'amour, l'âme, on en met de l'âme. Mais là, il n'y a plus de fait, là. Là, c'est tout du subjectif puis de l'interprétation mais au contraire, personnelle. c'est ça la difficulté. C'est que justement, le défi humain, la raison... C'est le genre de débat qu'on aura, là? Non, mais... Vas-y. Juste finir. Le défi humain, justement, la raison d'être, mettons, de cette fameuse trinité dont je parle, c'est d'arriver à l'incarner. C'est justement pas. Il y a le physique d'un bord qu'il faut organiser matériellement parfaitement, puis il y a la dimension spirituelle qui est toujours supérieure au résultat matériel qu'on a. Ça, c'est justement la fameuse polarité Ahriman-Lucifer. C'est les deux tentations. Mais le défi de l'humain, c'est que ça s'incarne dans sa vie. Je suis bien d'accord qu'on n'est pas rendu là, mais on peut pas penser que des intelligences artificielles pourraient arriver à créer un monde parfait sur le plan matériel sans la contribution de l'humain. C'est pour l'humain que ça se fait. Je veux dire, c'est lui qui va l'avoir créé. Je comprends, là, je l'ai dit dès le début, que tu peux avoir des logiciels qui sont plus capables de processer de beaucoup plus d'informations ou de data, des logiciels qui sont capables d'avoir des raisonnements plus complexes, plus élaborés, etc. Mais il peut pas prendre de décision. Ce sera toujours l'humain. Il peut se nuancer plus que l'être humain. La preuve, c'est qu'on dit toujours la loi est la même pour tout le monde. Tu sais, la loi, c'est la loi. Ben justement. Alors que quand tu arrives avec l'ordinateur qui va être nuancé, là, il va avoir des nuances de gris, là, il va avoir plus que 50 nuances de gris. Comment? Il va être nuancé par qui? Par des êtres humains, encore une fois. Non, c'est toujours ça la question. Non, c'est ça. Non, t'oublies qu'il arrive un moment où l'être humain va faire le grand saut. C'est-à-dire qu'il va permettre à la programmation de s'auto-programmer. Et dans ce principe d'autoprogrammation va être un principe de nuance. Et au lieu que ce soit, comme pour l'être humain, Ahriman-Lucifer, un ou l'autre, c'est deux, c'est polarisé. C'est sûr que tu peux penser. Ça sera plus polarisé. Et c'est ça que nous amène la physique quantique. Oui. La physique quantique nous amène à, justement, la chose est peut-être pas juste ça ou juste ça, est peut-être un peu entre les deux. Non, ça, je suis d'accord. Alors, mais ça veut dire que tu passes d'un système qui est actuellement binaire, puis qui est binaire depuis longtemps, puis qui va être difficile à changer de l'un à l'autre, puis qui a été programmé en binaire précisément parce que l'humain est binaire dans sa pensée, tant qu'il voit pas la réconciliation des contraires. Alors, c'est sûr que dans ce sens-là, je veux dire, on disait même dans certains circuits que la bête de l'Apocalypse a deux cornes parce que elle représente la machine binaire. Alors, alors, c'est sûr que si tu commences à programmer des machines qui sortent de cette structure-là, puis qui rentrent dans le quantique, puis qui rentrent dans le décimal, par exemple, qui ont 10 choix au lieu de 6e génération et 7e génération de robots. Encore là, ça peut... mais c'est des humains qui programment ça. On tombe dans la séduction d'imaginer... Non, t'oublies, je te répète, un moment, l'intelligence artificielle est indépendante de l'intervention de l'être humain.
Mais oui, il passe à un niveau. Oh, oui. Non, Il va passer à un niveau tellement supérieur qu'il va faire. Il ne pourra pas. On ne pourra pas faire confiance à un être humain. D'ailleurs, dans Ex Machina, le film, oui. On se rend compte que la robot, la fille, elle arrive à poser la question ultime à l'être humain qui est en face d'elle. Es-tu bon? Oui, mais c'est une machine. C'est programmé par un scénariste qui l'a écrit. Non, mais je veux dire, c'est dans l'illusion. Tu veux pas jouer le jeu, tu veux pas jouer le jeu. Non, mais je veux bien jouer le jeu, mais il y a une limite au jeu. C'est que la machine, quand même. Non, viens pas en me disant que je te fais un rappel du film. Ah ouais, mais c'est rien qu'un film. OK, on va parler d'autres choses d'abord, mais les autres choses, on parle pas ici sur la Terre de d'autres sortes de niveaux de communication qu'on interprète ou qu'on est capable d'imager la chose par des films. Autrefois, c'était dans des livres, des bandes dessinées. Non, c'est pas ça qui me dérange. C'est parce que c'est justement ça le Deus Ex Machina. Là. Ouais. C'est que il y a quelqu'un qui tient le fil pour faire descendre Dieu. Là. On pense que la machine va nous sauver. C'est quelque chose que j'ai lu ailleurs. Là. Whitney Strieber dit ça dans son dernier livre, La Clé. Il y a un moment très, très, très étrange où il rencontre un être humain. Non, je m'excuse. Il rencontre quelqu'un qui se présente dans une chambre d'hôtel où il est, puis ils ont un échange extrêmement ésotérique sur lequel ils discutent de l'avenir de l'humanité. Et d'ailleurs, cet être-là lui dit que l'avenir de l'humanité, c'est dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas que je suis pas d'accord. Moi aussi, j'étais programmé par des extraterrestres. Oui, c'est ça. Et alors là, l'idée, c'est que ils échangent là-dessus sur le fait que l'être humain n'a pas d'espoir de survivre s'il n'arrive pas à des décisions plus rationnelles qui pourraient être développées par une intelligence artificielle plus développée que lui-même. Avec un jugement absolu. Oui. Puis là, et nuancé, là. Attention, c'est pas juste noir et blanc. Mais là, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, là où c'est amusant, c'est que Strieber, supposément, demande à ce moment-là à cet individu-là, oui, mais vous, est-ce que vous êtes un humain ou une machine? Il dit, ça sert à rien que je vous réponde, vous n'êtes pas en mesure de le juger. Nous venons de voir et d'entendre le Vidéorandia numéro 25 du samedi de la semaine du 10 juin 2017. C'est une invitation à tous les samedis soirs de 20h à 20h30 en direct par Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, directement de Mont-Saint-Hilaire. Notre invité cette semaine, c'était Alain Niala sur le thème IA, intelligence artificielle, Deus Ex Machina, ou la fin de l'humanité qu'on connaît. Et le tout a été suivi par le feu de camp, comme à l'habitude chez moi à Mont-Saint-Hilaire. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant, ainsi que la version MP3 fournie par Jean-François Poulain dans le forum Orandia, et le montage de l'image par Denis Jean, qui a un blog très intéressant sur le domaine insolite de la planète Terre. À la régie Spirale, supervision technique Emmanuel et Stéphane, à la caméra, Gilles Surprenant. C'est une production Orandia Phoenix. Et dans le club créé, il y a la deuxième partie de cette rencontre avec Alain Niala qui est disponible dans Sur Invitation 1706, dont voici encore un nouvel extrait. Correspond à la partie 2 de la rencontre avec Alain Niala, ici réservée aux abonnés du club créé. Le matin, on se réveille, on a rêvé, puis que c'était quoi tout ça? Ça s'évanouit, on est déjà en train de l'oublier, à moins qu'on ait développé des techniques de rêve lucide, tout ça, pour pouvoir explorer ces dimensions-là plus consciemment. Mais en réalité, ça s'évanouit facilement. Puis, quand on développe... quand on, pour une raison ou pour une autre, parce que là, je ne peux pas tout expliquer ça, mais il y a un moment de conscience de soi, on se réveille comme si toute la journée, toute la conscience de veille, tout ce qu'on a fait apparaissait exactement de la même façon, un peu comme un rêve. Que c'est que j'étais en train de faire?
Comment ça se fait que j'étais si attaché à cette émotion-là, à cette situation-là, à ce conflit-là? Comment ça se fait que je prenais ça au sérieux? C'est juste comme une espèce de rêve diurne, un rêve de jour. Mais quand tu es conscient de toi, là, tu découvres que l'autre aussi a une véritable conscience. Et c'est ça qui va nous permettre de voir que une intelligence artificielle n'a pas cette conscience-là. Mais si nous-mêmes, on est juste dans la conscience de veille, puis dans les mécaniques, puis dans la recherche des plaisirs, puis qu'une machine nous offre toutes sortes de jeux de jongleurs, puis d'illusions, tout ça, on peut très bien penser que la séduction marche et qu'on a affaire à une conscience. Vraiment, il va falloir développer une sensibilité psychique, morale à qu'est-ce qu'il y a derrière le masque qui nous est présenté. Et on est devant une gigantesque danse de masques dans le moment. Tout est masqué. Tu sais. Alain Niala nous a confirmé sa présence pour samedi prochain, samedi le 17 juin. De 20h à 20h30, nous faisons l'enregistrement du Vidéorandia numéro 26 avec M. Luc Fréchette sur le thème « Les messages de l'âme » et aussi avec la présence de M. Alain Niala. Ensuite, de 20h30 à 21h30, toujours dans cette salle, nous ferons l'enregistrement pour le club créé dans la salle 1706, réservé aux abonnés du mois de juin 2017 du club créé, avec M. Luc Fréchette, qui fera aussi l'expérience avec le public de lecture de messages de l'âme. Et nous continuerons le débat sur l'intelligence artificielle, Deus Ex Machina, qui avait débuté dans le Vidéorandia numéro 25 et qui avait aussi eu sa suite pour le club créé, déjà disponible dans le club créé de la salle sur invitation 1706, qu'on a pu voir d'ailleurs des extraits aujourd'hui. Puis après, si la météo le permet, nous nous dirigerons chez moi, sur le Mont-Saint-Hilaire, versant ouest, à 629 rue Doyle, pour le feu de camp. Apportez votre chaise de jardin de toile pliante, c'est plus confortable souvent que les chaises de jardin en plastique blanc que je peux fournir au besoin. Alors, si la météo le permet, c'est le feu de camp de 21h30, 22h environ, jusqu'à 23h, et même des fois ça dépasse minuit. Comme à l'habitude, à tous les étés, lorsque la météo le permettra. Sinon, on demeurera dans la salle de conférence en cas de pluie, tout simplement. On demande 10 $ par personne maintenant pour les frais d'opération et de location de la salle et tout le reste. Le café est fourni à l'extérieur au moment du feu de camp. Bien, merci de votre attention. Au plaisir de vous rencontrer. On est un peu comme dans notre ovni, dans cette salle de conférence, au-dessus de l'édifice qui nous permet de voir la rivière Richelieu et le coucher de soleil à l'horizon, comme vous avez vu. Nous préparer à cette vision magnifique de la planète Terre à bord d'un ovni, un vaisseau mère en orbite autour de la Terre. Pourquoi pas? À bientôt!